Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un objet communicant et autonome qui sert comme un capteur de température imperméable ou waterproof fonctionnant sur une simple batterie pour au minimum 2 mois. Restez avec moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vulgarisation. Les vacances et l'été arrivent et on a besoin de confort. Ça tombe bien car les objets communicants servent aussi pour avoir du confort. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer pas à pas un capteur de température communicant et autonome à base des cartes ESP8266. Ce capteur va être utilisé à l'extérieur sur une simple pile et sera imperméable ou waterproof. C'est très utile pour avoir par exemple la température instantanée de la piscine, pour savoir quand est-ce qu'on peut piquer une tête dans la piscine dès que la température atteint un certain seuil. Notre réalisation peut être facilement adaptée pour fabriquer n'importe quel objet autonome et communicant fonctionnant à l'extérieur sur une simple batterie. Pour la réalisation de notre objet, on va utiliser une carte ESP8266 version 01 qu'on a largement détaillée dans ma précédente série vidéo Objets connectés de A à Z. Je vous recommande de revoir les 4 parties de cette précédente série vidéo pour mieux comprendre la réalisation du capteur d'aujourd'hui. Lorsqu'on a la possibilité d'alimenter un objet communicant sous secteur, on devrait le faire, comme c'était le cas de l'objet communicant de ma précédente série vidéo. Ce n'est pas le cas de notre objet d'aujourd'hui, qu'il faut alimenter sous batterie. L'utilisation des batteries lithium polymère ou LiPo ou lithium-ion (Lion) est un bon choix. On va opter pour les batteries lithium-ion ou Lion à cause du prix. Ces batteries sont rechargeables et donnent en sortie 4,2 volts approximativement quand elles sont bien chargées. Pour la consommation d'énergie, je recommande les cartes ESP8266 version 01 car elles ont beaucoup moins de composants qui consomment de l'énergie comparant à d'autres versions de l'ESP8266 telles que la version ESP12E. Cependant, dans cette vidéo, nous allons aussi utiliser la version ESP12E. Les cartes ESP8266 fonctionnent sous une tension recommandée de 3,3 volts, ou plus généralement avec une tension entre 3 volts et 3,6 volts. Par conséquent, pour pouvoir les alimenter avec des batteries Lion, on doit fabriquer un régulateur de tension. Nous allons fabriquer un régulateur de tension à faible chute de tension ou LDO, Low Dropout Regulator, nécessaire pour alimenter notre carte ESP avec une batterie Lion. Avec un régulateur à faible chute de tension, même si notre batterie descend à 3,4 volts, notre ESP sera correctement alimenté. Pour réaliser notre régulateur, on va utiliser un condensateur électrolytique de 1000 microfarads, bien sûr un LDO de type MCP 1700 3302E et un condensateur céramique de 1000 nanofarads. Les condensateurs vont servir à lisser la tension et éviter des comportements instables de notre carte. Allez, passons à la pratique.
Pour information, bien que je vais utiliser cette marque de pile à cause de son prix, je vous déconseille de l'acheter car elle n'est pas protégée et sa capacité est largement inférieure à ce qui est annoncé. Je vous déconseille également d'utiliser le chargeur fourni avec comme celui-là. Pour une utilisation sérieuse et sécurisée, je vous recommande des marques comme celle-ci, la Nitecore 3400 mAh. Rechargeable avec un circuit de protection inclus, protection de décharge en dessous de 2.8 volts et de surcharge en dessus de 4.2 volts pour ne pas endommager la batterie. Je vous recommande aussi des chargeurs plus robustes comme celui-là. Pour notre objet, on a besoin d'un capteur de température. On va utiliser un capteur de température imperméable et numérique de type Dallas DS18B20 One Wire. Sans tarder, je vais vous présenter le circuit pour la carte ESP8266 version 01. Afin de gagner en autonomie et économiser nos batteries, on va utiliser le mode Deep Sleep ou mode sommeil profond des cartes ESP. Le mode Deep Sleep, c'est un mode des cartes ESP qui va nous permettre de forcer par code informatique les cartes ESP à se mettre en veille et du coup consommer beaucoup moins d'énergie lorsque l'ESP ne fait rien. Ça tombe bien, notre objet communicant de capture de température n'a pas besoin de capturer et d'envoyer la température à la seconde près. Une température ne varie pas tellement à la seconde près et en plus ce n'est pas pertinent pour l'utilisateur final d'avoir une telle info à la seconde près. Utiliser le mode Deep Sleep avec la version 01 de l'ESP8266 nécessite de souder le pin reset avec le GPIO 16, ce qui est un peu compliqué. Nous n'allons pas le faire pour l'ESP version 01. Par contre, c'est l'occasion de découvrir l'ESP 12E qui va nous permettre de connecter facilement les pins reset et le GPIO 16, appelé aussi D0. Notre circuit pour l'ESP 12E devient comme ceci. Allez, on va le réaliser.
Maintenant que nos circuits sont prêts, place à la programmation. Pour le ESP8266 version 0.1, nous allons utiliser la maquette de programmation que nous avons réalisée dans la précédente série vidéo Objets connectés de A à Z. Pour le ESP8266 version 12E, c'est assez simpliste. Avant de passer au code informatique, permettez-moi de vous expliquer l'idée globale. Pour l'autonomie de notre objet, ce n'est pas une bonne idée de mettre notre objet en mode serveur web comme nous l'avons fait dans la précédente série vidéo quand l'objet était alimenté en permanence. Ce qui n'est pas le cas pour les objets communicants autonomes fonctionnant sous batterie. On va donc rendre notre objet comme un client web au lieu d'être un serveur web. Il enverra à une fréquence déterminée ces mesures à ce serveur web. Notre objet va capturer la température. Ensuite, il va l'envoyer à notre serveur web et demander par la même occasion à quel moment il devrait capturer de nouveau la température. Notre objet se met donc ensuite en mode Deep Sleep, nous permettant ainsi d'économiser la batterie. L'utilisation du web va nous permettre de mieux intégrer notre objet dans un écosystème global d'espace intelligent, en utilisant par exemple notre mini-box présenté dans ma dernière série vidéo. L'utilisation du web va nous permettre d'accéder aux informations du capteur avec un simple navigateur web. De plus, on peut mettre en place un algorithme intelligent qui permet à notre serveur de mieux contrôler le capteur. Un exemple simple est de demander des températures chaque 10 minutes et d'arrêter les captures la nuit pour plus d'autonomie. La lecture de fréquence depuis le serveur de la fréquence d'envoi des températures permet de mettre en place un algorithme intelligent qui permet de contrôler l'objet communicant et qui permet de l'utiliser seulement lorsque l'utilisateur en a besoin. Pour la mise en place de tels algorithmes de type Adaptive Sensing ou capture adaptative selon le contexte, je vous recommande de lire notre article de recherche de journal. Dans notre code informatique, on va aussi demander à notre objet communicant de s'arrêter si un seuil critique de la batterie est éteint pour éviter d'endommager la batterie. Contrairement à de nombreux codes informatiques que vous pouvez trouver sur Internet, notre code est tolérant aux défaillances, et notamment aux lenteurs occasionnelles des serveurs web ou à la mauvaise connexion Wi-Fi qui peut soudainement bloquer notre objet communicant. En effet, le réseau Wi-Fi peut être mal capté depuis l'extérieur. C'est pour cette raison que notre code informatique a été repensé pour répondre à cette situation. Pour la faiblesse du réseau Wi-Fi, vous pouvez naturellement utiliser un répéteur Wi-Fi ou de souder une antenne externe à votre ESP. Voici notre code informatique qu'il faut téléverser vers l'ESP version 0.1 ou l'ESP version 12E. Si vous visualisez cette vidéo sur YouTube, je vous recommande dès maintenant de la visualiser en haute définition pour mieux voir le code. Si vous avez suivi ma précédente série vidéo Objets connectés de A à Z, vous commencez à avoir l'habitude avec ce type de code. Nous avons une partie initialisation où on indique le nom et le mot de passe de notre connexion Wi-Fi. On indique le nom de notre serveur, ici lemluma.com. Il vaut mieux travailler avec des noms, c'est-à-dire des noms de domaine DNS, de serveurs, au lieu qu'avec des adresses IP brutes qui risquent de changer et qui nécessitera de reprogrammer notre objet. Une fréquence de capture par défaut, chaque 10 secondes, et un timeout ou attente du serveur de 45 secondes maximum, qui s'adapte bien à une connexion lente ou un réseau Wi-Fi faible pour l'objet. Une initialisation du capteur DALAS de température. Et nous avons aussi une partie setup qui va initier la connexion série pour le débugage
et initier la connexion Wi-Fi de l'objet avec l'envoi sous forme de message web de la température et de la demande au serveur de la fréquence de capture de la température. Tout ça est dans la fonction Setup Wi-Fi. Comme nous utilisons le mode Deep Sleep, la fonction Loop ici est vide. En effet, il n'y a pas de traitement répétitif en boucle, mais un seul traitement dans la fonction Setup exécuté une seule fois depuis le démarrage. Puis, l'objet se met en sommeil. Au prochain réveil, l'objet se mettra à exécuter l'initialisation et le setup avant de se remettre de nouveau en mode sommeil profond. Pour le téléversement du code vers l'ESP01 ou l'ESP12E, on utilise l'Arduino IDE. Pour l'ESP01, on fait exactement ce qu'on a détaillé dans ma précédente série vidéo Objets connectés de A à Z. On va donc utiliser la maquette de programmation fabriquée dans la précédente série vidéo. On s'assure de la bonne configuration de l'Arduino IDE et on branche le fil jaune au ground. On appuie sur le bouton Reset de la maquette et on appuie sur le bouton de téléversement de l'Arduino IDE. Avec la nouvelle version du package ESP8266 en date de juillet 2019, ou l'Arduino Core for ESP8266 qui utilise l'outil esptool.py version 2.6 pour l'upload du code de l'Arduino vers l'ESP8266. Si à la fin de l'upload, vous voyez ce message Leaving Hard Resetting via RTS Pin, ne vous inquiétez pas, le code est bien transféré. Déconnectez le câble jaune, c'est-à-dire le câble GPIO 0 de l'ESP01. Puis appuyez sur le bouton Reset. L'ESP01 se mettra donc à exécuter notre code. Pour l'ESP12, c'est plus simple. On branche le câble USB du côté ordinateur et du côté de l'ESP12E. On s'assure de la sélection de l'ESP12E avec ses paramètres. N'oubliez pas, pour le test final, de connecter ensemble les pins Reset et D0, qui est le GPIO 16, pour que le Deep Sleep fonctionne bien. N'oubliez pas aussi de brancher la sonde de température comme nous l'avons vu dans le circuit. Sinon, la mesure sera erronée avec une valeur de -127. On téléverse le code et à la fin, on appuie sur le bouton Reset. Si au démarrage du téléversement vers l'ESP12E, l'Arduino IDE montre un message de tentative de connexion USB qui prend du temps, alors appuyez sur le bouton flash de l'ESP12. À la fin du téléversement, appuyez sur le bouton Reset de l'ESP12. Si on inspecte le journal d'accès de notre serveur web, on voit bien que l'ESP12 accède bien à notre serveur. Du côté serveur web, si on veut faire simple, il me faut une machine comme une Raspberry Pi qui fait office du serveur web. Et dans cet endroit, on va placer tout simplement deux fichiers. Un fichier température piscine frequency et un fichier de script qui reçoit la température en argument. Le fichier température piscine frequency va tout simplement contenir la durée de cadence des captures de température avec ce format particulier, 3 étoiles avant, 3 étoiles après. Ici, la durée est de 600 000 millisecondes, c'est-à-dire 10 minutes. Notre objet va donc envoyer la température chaque 10 minutes. Si on veut développer un petit peu le travail du serveur, on va prévoir en plus des deux fichiers précédents un dossier data qui va stocker les données capturées dans un fichier et une page HTML qu'on nomme
SuiTemp qui nous permettra de lire la dernière température captée en utilisant un navigateur web. Pour le fichier température piscine frequency, on peut donner la cadence avec un petit script écrit en langage PHP par exemple, au lieu de l'écrire en brut. Ça nous aidera à modifier le script avec un algorithme plus avancé ultérieurement. Pour le fichier température piscine, on va tout simplement stocker les données reçues du capteur dans le dossier data. Pour avoir une idée sur l'autonomie de notre objet, on va faire simple. On va utiliser un multimètre et pour l'utiliser, je fais toujours un petit test des fusibles avant de mesurer l'intensité du courant. Comme ceci. On s'assure que l'alerte sonore est activée. On connecte les deux fils ensemble et là on devrait entendre un bip. C'est OK pour moi. Maintenant, on devrait attendre un bip pour les deux côtés gauche où c'est marqué milliampères et ampères. Si ça bip, c'est bon. Sinon, il faut changer les fusibles. Décidément, ce n'est pas bon pour moi. Avant d'aller plus loin, il va falloir que je change les fusibles. Ce sont deux fusibles F 0.5 A et F 10 A. Bon, la borne ampère c'est OK. Pour l'autre borne, il y a quelque chose qui coince. Ce n'est pas grave. On va se contenter des mesures en ampères. On va commencer par l'ESP12E. On va mesurer l'intensité du courant avec une tension en entrée de 4.2 volts, l'équivalent d'une batterie très bien chargée. N'oublie pas que la sonde de température doit être branchée. On branche la borne négative du générateur directement à la borne négative de l'objet. On déplace le fil rouge du multimètre vers la borne 1 A. On déplace la molette du multimètre vers la fonction de mesure de l'intensité. On branche la borne positive du générateur vers la borne rouge du multimètre. Enfin, la borne négative du multimètre vers la borne positive de notre objet pour fermer le circuit. Comme pour cette mesure d'intensité, j'ai programmé le SP12E pour un mode Deep Sleep durant 10 secondes, puis une exécution normale de notre code, on peut noter nos résultats. Donc avec une alimentation de 4.2 volts en mode Deep Sleep, notre objet capteur de température avec la sonde Dallas branchée consomme 0,001 A, 1 mA approximativement, pendant la durée du Deep Sleep. Et allez, on va dire 0,080 A en mode éveillé. Je fais pareil pour une alimentation à 3.3 volts.
On fait la même chose pour l'ESP8266 version 0.1. On branche la sonde de température. Et comme on n'a pas soudé la broche GPU 16 et le reset, on peut seulement mesurer la consommation en mode éveil. À 4.5 volts et à 3.5 volts, on observe une consommation de 0,065 ampères approximativement, ce qui est très proche de notre ESP12E en mode éveil. Essayons de résumer tout cela pour estimer la durée d'autonomie de notre objet. On a noté que la durée du réveil est de 20 secondes approximativement. C'est vraiment à gros grains, car la durée de l'éveil dépend de plusieurs paramètres qu'on ne va pas détailler dans cette vidéo. Par exemple, la qualité de la connexion Wi-Fi, la rapidité du serveur web, le routage de l'Internet, etc. En effet, en mode éveillé, notre code informatique établit une connexion Wi-Fi vers notre point d'accès et envoie 2 messages web vers le serveur, toujours en Wi-Fi. Un des messages est pour envoyer la température et l'autre pour recevoir la nouvelle cadence de capture. Notez qu'on peut se contenter d'un seul message, qui est l'envoi de température, et faire que la réponse du serveur soit la nouvelle cadence de capture. Donc, durant le fonctionnement de notre objet communicant, on a des cycles répétitifs composés de 2 phases. Une phase qui consomme 0,080 ampères ou 80 mA approximativement durant 20 secondes. Puis une phase de sommeil à durée contrôlable. Dans notre utilisation réelle de cet objet, on va fixer la période de sommeil à 10 minutes. C'est une période raisonnable pour notre capteur de température extérieure. Pendant le sommeil profond, l'ESP, capteur branché, consomme 1 mA pendant 10 minutes. Je rappelle que pour simplifier, je n'applique aucune intelligence pour l'adaptation de cette période de sommeil. Ce qui veut dire que même si à 3 heures du matin je suis en plein rêve dans mon grand lit, mon objet communicant capture tout de même la température de ma piscine chaque 10 minutes. Allez, un peu de calcul. Supposons que j'ai une capacité de 3000 ampères-heure. J'ai donc 3000 multiplié par 3600 milliampères-secondes, soit 10 800 000 milliampères-secondes. Un cycle de mon code consomme 80 mA pendant 20 secondes, puis 1 mA pendant 10 minutes. Donc, mon cycle consomme 80 mA multiplié par 20 secondes, soit 1600 mA/seconde, plus 1 mA multiplié par 10 minutes ou 600 secondes, soit 600 mA/seconde. Ce qui fait 1600 plus 600, soit 2200 mA/seconde pour chaque cycle. Cela veut dire que ma capacité de batterie va m'assurer l'exécution de 10 800 000 divisé par 2200 cycles, soit 4909 cycles. Chacun de nos cycles dure 10 minutes et 20 secondes, ce qui fait une autonomie de 10 minutes 20 secondes multiplié par 4909 cycles, soit 845 heures, soit 35 jours. Cette estimation est plus qu'encourageante, et rien qu'avec une simple intelligence, par exemple ne pas capturer la nuit, on peut doubler cette autonomie pour arriver avec aisance à plus de 2 mois d'autonomie. Il est temps de voir notre capteur de température en action. On met notre sonde dans l'eau. Attention, la température de l'eau peut varier selon l'endroit et selon la profondeur. Choisissez celle qui vous convient. Par exemple, pas loin de la surface de l'eau. Attention, ne mettez pas trop notre objet exposé au soleil. Utilisez un boîtier adapté ou modélisez-le comme nous l'avons fait dans notre série précédente. En effet, trop exposé au soleil, l'objet risque de chauffer et ne pas fonctionner correctement. Si vous venez de mettre l'objet dans l'eau, attendez que le capteur se régule, ce qui nécessite quelques minutes.
Je recommande d'augmenter la fréquence du capteur au niveau serveur, par exemple chaque minute, puis remettre la cadence à chaque 10 minutes. Sinon, vous pouvez attendre 10 minutes avant de considérer les valeurs retournées par le capteur. On voit bien que notre capteur envoie la température à notre serveur. Et on peut consulter la température de l'eau depuis n'importe où avec l'interface web. On peut même intégrer cette information dans notre mini-box que j'avais présenté dans ma précédente série vidéo. Vous pouvez penser à ajouter un mini bouton switch et ajouter un écran avec son propre bouton switch pour un affichage local. Je vous recommande les écrans 1.3 pouces OLED LCD SH1106 car ils ne sont pas chers, ou les Nokia 5110. Vous pouvez programmer un microcontrôleur comme l'AT-Tiny 85 pour l'affichage de la température sur ces écrans sans pour autant réveiller l'ESP. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour vos futurs projets autour des objets communicants autonomes. Bon, mon objet m'informe que la température de l'eau dépasse les 29 degrés, c'est la température idéale pour moi pour piquer une tête dans la piscine. Allez, profitez bien de vos vacances et à bientôt.